Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement pour l'épisode 1 de la série Archéo-virilité versus Archéo-féminité. Il est évidemment recommandé d'avoir regardé l'épisode 0 et peut-être quelques autres vidéos au passage, hein, la chasse aux sorcières par exemple, qui suis-je, que sais-je encore, hein, faites bien comme vous voulez. Bon, donc la dernière fois on était à 5-6 Beaufort, donc là on va dire qu'on va être à 7, on n'ira pas au bout de l'échelle, hein, on n'ira pas jusqu'à 13, hein, sinon YouTube, tous les serveurs vont exploser. Hein, donc là, on va aller vraiment, hein, je vais vous montrer ce que sont réellement les centres de ces deux noyaux, archéo-virilité et archéo-féminité, qui dansent ce tango macabre, en vous exposant non pas les, mais le scénario, parce qu'il y en a un seul autour duquel tous les autres tournent, et ils n'en sont que des déclinaisons. Vous avez certainement également compris que je suis là pour déranger ce petit ordre tout à fait épouvantable pour nous les femmes. Alors on va dégenrer une bonne fois pour toutes. Allez, c'est parti. Alors il faut que vous compreniez que ces noyaux, archéo-virilité et archéo-féminité, sont en lien avec le cerveau reptilien, qui conditionne les mécanismes de la survie. Donc, venir m'écouter, que vous soyez un homme ou une femme, c'est venir prendre une claque dans le cerveau reptilien, de manière à laisser un espace dans les autres cerveaux pour installer un observateur, un vigilant intérieur, qui va se mettre à observer les mouvements du cerveau reptilien, identiquement équivalent à le canal de prédation, de manière à ce que, pour celles et ceux qui le souhaitent, que vous le fermiez, ce canal-là de prédation. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ça. Personne d'autre peut le faire pour vous. Hein. Ok? Voilà, c'est ça que je fais. Bon, alors maintenant on commence. Bon, tout le monde le sait, mon auditorat est mixte, hein, et ce que j'ai remarqué, c'est que l'usage qui va être fait de ma chaîne, de mes vidéos, ce n'est pas le même, selon qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Les femmes, quand elles tombent sur ma chaîne, il y a de grandes chances pour qu'elles finissent par regarder toutes les vidéos. Quant aux hommes, je vais quand même d'abord remercier ceux dont je ne parle jamais, c'est-à-dire ceux qui se positionnent correctement lorsqu'ils me contactent. Bon, ils ne cherchent pas à attirer mon attention plus que ça. On est sur un rapport entre guillemets normal, mais si rare. Hein, on se transmet des infos, ok, ouais, on a reçu. Et l'un d'entre eux dernièrement m'a écrit que ce que je faisais là avec ma chaîne, en fait, c'est sacerdotal, hein. Mais c'est exactement ça, en fait. Oui, c'est un sacerdoce là que je suis en train de faire. Hein. Vous voyez, il y en a qui l'ont compris quand même, hein, des hommes. Ça fait du bien parfois et je voudrais les remercier. Et il serait temps, messieurs, que vous commenciez à comprendre que le travail que je fais pour vous montrer ce que vous faites, vos logiques comportementales, vos dynamiques relationnelles avec l'autre sexe, sont dramatiquement de travers. Et faire ce travail colossal, ça s'appelle de l'amour, à majuscule lettre capitale. L'amour n'a rien à voir avec les jeux du triangle du gramme qui ont cours, usuellement, dans cette réalité. L'amour ne consiste pas à brosser l'ego ou toutes les sous-personnalités, les petits moi de l'autre dans le sens du poil. Ce qui me permet de déconstruire d'ailleurs une énième demi-vérité du New Age, que l'on m'a seriné je ne sais combien de fois, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. C'est faux, j'en suis la preuve vivante. Je n'ai reçu que de l'amour de travers, et pourtant je sais parfaitement bien ce qu'est véritablement l'amour. Et c'est ce que je suis en train de faire avec ce travail avec ma chaîne. Ce serait faire preuve de bien peu d'amour pour mes semblables masculins si je pensais qu'ils ne pouvaient pas cheminer vers le même état de conscience que le mien. Parce que en arriver à cette conviction, je pense que c'est la pire des choses qui puisse arriver. Ça voudrait dire que je me croirais
supérieur à vous autres. Or, ce n'est pas le cas. J'ai simplement conscience que je suis plus avancée. C'est pas du tout pareil. C'est même, radicalement et multidimensionnellement tout à fait différent. Vous comprenez? Ce n'est pas avec les hommes que j'ai un problème, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est la programmation mentale des hommes et des femmes aussi, hein, puisque c'est quand même un bon vieux tango, hein, jeu de miroir. Ah, vous croyez franchement que si j'étais convaincue que les hommes sont vraiment des grosses merdes, tellement ils nous en font baver, et tellement j'ai conscience de l'avance considérable que beaucoup de femmes ont sur eux, et qu'il leur est impossible vraiment, hein, de nous rejoindre, vous croyez que je passerais des années à faire, des vidéos sur le sujet? Franchement? Non, je pense que vous êtes victime grave, hein, de contrôle mental, super puissant, et que c'est apparemment beaucoup plus difficile pour vous de vous déprogrammer que pour les femmes. Mais je pense que ce n'est pas impossible. En tout cas, ça vaut le coup, d'essayer, quoi, hein. Mais, j'ai parfaitement conscience que, bon, le taux de réussite, il va être très bas, hein. Donc, pour tous les autres gars qui n'ont pas compris que j'étais en train de faire un genre de sacerdoce, pour l'écrasante majorité d'entre eux, je pense, se limitent exclusivement aux vidéos qui traitent de spiritualité, de gnosticisme, et cetera, et ils, zappent consciencieusement, pas toutes les autres, hein, hein, celles où je parle de l'outil féministe et du rapport très étroit qu'il a avec l'ensemble de mon discours, parce que le contenu de cette chaîne est un tout cohérent. Donc si vous zappez la moitié du contenu, eh ben, à un moment donné, vous allez, vous retrouver étonné, et moi je serais surprise que vous soyez étonné, avec, certains de mes correspondants avec qui, on va dire j'ai déjà échangé, un beau matin, ils sont capables de me dire: «Oh là là, mais tes dernières vidéos là, c'est du féminisme radical, hein. Il y a quand même de quoi, être un peu désespéré, hein. Si vous vous mettez 2 secondes à ma place. Ah ouais, sans blague, c'est vrai, tu crois? Ah bon, mais est-ce que tu sais ce que c'est que le féminisme? Mais quelle vidéo en fait as-tu regardé de ma chaîne? Ah ouais, d'accord, voyez? C'est ça, la réalité. On va peut-être commencer par la définition de ce qu'est un système en fait, hein, puisqu'apparemment, je crois que c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être un problème de langage, hein, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire systémique ou système. Alors, la systémique est une manière de définir, étudier ou expliquer tout type de phénomène qui consiste avant tout à considérer ce phénomène comme un système, c'est-à-dire un ensemble complexe d'interactions, souvent entre sous-systèmes, le tout au sein d'un système plus grand. Ok, donc les sociétés humaines dans lesquelles nous vivons, c'est ça, c'est un système. Le démiurge corrompu, la matrice, appelez ça comme vous voulez, c'est un système. Donc, ces femmes-là, au péril de leur vie, depuis déjà quelques décennies, voire plus, elles nous livrent l'analyse d'un système de prédation qui opère à partir du système mental humain, dans lequel, quel que soit le sous-système étudié, on retrouve une constante, qui est la domination masculine. Quand on se plonge dans ces travaux-là, il n'est pas possible de dire que leurs analyses sont inexactes. Ok? Et donc, cette oppression-là, elle est démultiplicative, hein, plus qu'additive, hein, d'ailleurs. Donc, elle s'amplifie en fonction de plein de critères sociaux, couleur de peau, etc., ainsi de suite, pour faire de la vie de certaines femmes un véritable enfer. Si on regarde juste le phénomène des migrants, par exemple, on parle des migrants, personne ne parle jamais de migrantes. Mais à votre avis, franchement, au sein de ces populations, vous croyez qu'il fait meilleur être un homme ou une femme? Alors, témoignage d'un correspondant qui a eu l'occasion, hein, de travailler avec ce type de population, mais enfin bon, je n'avais pas besoin de ce témoignage pour savoir ce qui se passe, hein. C'est que les femmes là, issues de ces catégories-là, quand elles arrivent dans un pays là réfugié, elles ne peuvent plus voir les hommes de leur pays en peinture, hein. Et leur objectif, ça va être de trouver un homme dans le pays d'accueil, hein, pour échapper à ce qu'elles ont subi de la part des hommes de leur pays. Donc, elles passeront, on va dire, d'un patriarcat, en mode explicite, bien violent, bon, à un truc plus soft, hein, voilà. Mais ça leur conviendra, hein, pour la plupart d'entre elles. Autre exemple, hein, je ne sais pas si vous savez, mais
tout homme occidental, ou en tout cas français, qui se rend au Japon, il revient avec une épouse japonaise, hein. C'est un arrangement qui marche très bien, hein, parce que là, le programme cause toujours, il est encore plus puissant au Japon que chez nous. Ils sont même plutôt en mode ferme ta gueule, hein. Enfin, le ratio cause toujours ferme ta gueule n'est pas exactement le même que chez nous. Et donc, c'est un très bon arrangement, hein. La japonaise, elle a un mec qui va faire semblant de l'écouter, ce qu'elle n'a pas avec un mari ou un homme japonais. Et le gars, lui, il a enfin une nana qui sait vraiment bien fermer sa gueule comme il faut. Donc, couple idéal, hein. C'est ça, une oppression systémique qui oriente les comportements des individus d'une certaine manière. Donc tous les commentaires là qui ont été postés du genre «Oh, mais il y a pire que vous, etc.», c'est pas mon sujet. On s'en fout de savoir qu'est-ce qui est pire. Il y a un truc pire pour toutes les femmes sur cette planète, hein. Finalement, si vous voulez, la seule chose qui diffère, c'est l'amplitude de l'enfer, hein, qu'on a à vivre ici, quoi. Hein, c'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, avec le même parcours de vie que j'ai eu, d'études ou de choix que j'ai fait, si j'avais été un homme, tout est différent, hein, je vous assure. Je le vois bien avec mon frère, par exemple, hein. Mais globalement, avec tous les mecs gentils que j'ai pu croiser, côtoyer, qui ont été mes potes quand j'étais à la fac, hein. Eux non plus, hein, ils n'avaient pas forcément une masculinité correcte par rapport aux standards gaulois bien macho, hein. Donc moi non plus, hein, voilà, ça je pense que vous avez compris que non, je suis pas du tout dans le standard de la féminité adéquate, mais les conséquences sur leur existence, notamment professionnelle, ont pas du tout été les mêmes que pour moi, hein. De toute façon, le seul constat que depuis que les femmes ont le droit de faire des études, elles sont plus diplômées en moyenne que les hommes, et pourtant, elles continuent, dans l'univers professionnel, hein, à être cantonnées à des fonctions subalternes. Cette seule observation de la réalité nous indique qu'il existe des stratégies, une force qui œuvre pour maintenir les hommes au pouvoir. Point barre trait. Donc le féminisme radical, qui est le véritable féminisme, hein, qui se base sur des analyses systémiques, nous donne toutes les lignes de code de la programmation genrée, notamment de l'archéovirilité. Tous vos bugs sont dedans. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Ce sont des femmes, certainement pour la plupart psychiques, hein, qui ont décodé vos lignes de code, messieurs. Que vous soyez pneumatique ou pas, vous les avez. Et ce sont des femmes psychiques qui ont fait le boulot pour vous. Donc même si vous êtes un mec gentil, pas macho, pas ceci, pas cela, vous n'êtes pas comme ça. Pour ce que j'ai pu en expérimenter, si je m'amuse à mettre le doigt dans votre engrenage, vous allez me faire le même scénario que n'importe quel mec psychique ou unique de base. Ça sera juste un petit peu plus élaboré, de sorte que je ou d'autres femmes vont perdre considérablement plus de temps qu'avec d'autres, mais au final, le script est le même. C'est celui du pompier pyromane, qui est une stratégie d'extraction de consentement, hein, je vous signale, largement utilisée par les guillemets élites. Alors quel est-il, hein, ce scénario, stratégie, programmation du pompier pyromane? Alors c'est un tango à 4 temps. Premier temps, prise de contact asymétrique, je joue le rôle de sauveteuse. Deuxième temps, envahissement de la part du correspondant. Troisième temps, limite non respectée lorsque je les signifie simplement. Quatrième temps, inversion des polarités dans le triangle du drame. Alors, un exemple. La personne me contacte finalement en mode un peu dans ses petits souliers. Oui, je suis tombée sur ta chaîne, nanana, blabla. À ce moment-là, on n'est pas dans un rapport complètement sain, on va dire. La personne se place, entre guillemets, en mode hiérarchique, en dessous de moi. Bon. Dans le mode de réponse que j'adopte, déjà, je vais tenter de rétablir un équilibre, qu'on ne soit pas dans un mode hiérarchique. Éventuellement, avec certaines personnes, va s'engager une relation plus suivie qu'avec d'autres. Et là, ce que je constate avec les correspondants masculins, c'est que ça va commencer à devenir envahissant. Donc, je vais être obligée de poser clairement des limites, mais elles vont systématiquement être transgressées jusqu'à ce que je doive donc constamment les répéter, et donc forcément sur un ton de plus en plus grinçant. À partir de ce moment-là, l'ego de l'autre enclenche le sous-scénario. La femme en colère. « Ah mais tu as un problème, tu vois bien, laisse-moi te sauver. »
En gros, la personne prétend soigner des plaies qu'elle inflige elle-même constamment. Donc voilà, ça fait une bonne petite culbute dans le triangle du drame. C'est-à-dire qu'au départ, la personne est en mode victime parce qu'elle a constaté qu'elle est victime, je sais pas, de gang stalking, de trucs, de scénarios de vie manipulés, qu'importe. À ce moment-là, elle me contacte sur un mode quand même plutôt asymétrique puisque je détiens plus de connaissances qu'elle sur la question. Mais dans le temps, l'interlocuteur réussit à trianguler, inverser les polarités en me mettant dans le rôle de la victime et lui dans le rôle du sauveteur. Qu'est-ce que ça met en scène? Ça met en scène justement cette question de la réciprocité. Le problème, c'est que c'est inconscient chez l'autre. C'est ça le problème. Alors, il y a une variante à ce scénario. Je rentre en contact avec une personne. A priori, au départ, on semble être sur un mode égal à égal. Soit c'est moi qui contacte la personne, soit c'est la personne qui me contacte. Il s'agit toujours d'un homme, quand je dis la personne. Désolée, messieurs, mais c'est la réalité. Que 99,99% des femmes vivent, simplement elles ne s'en rendent pas compte, ou elles l'acceptent, qu'importe. Donc au départ, ça se présente sur un mode qui paraît acceptable, mais immédiatement, pour pouvoir avoir juste un échange, l'interlocuteur va me sommer de me soumettre à son système de croyances, ses vérités, ou que je passe en tout cas à son tamis à lui, cartmanisé. Donc logique d'emprise, de prise de pouvoir, putsch, littéralement sur la relation. Donc à partir de là, on rentre dans la manipulation et l'interlocuteur n'a absolument pas conscience qu'il est en train de manipuler. Un exemple, même si c'est très désuet avec toutes ces technologies de l'immédiateté, je fonctionne par rendez-vous. C'est beaucoup plus pratique pour organiser son temps, car encore une fois, j'ai une vie en dehors de YouTube. Mais bon, cet accès-là facile, que ce soit par le portable ou Skype, etc. Donc les mecs, ils ont quand même tendance à prendre ça en mode open bar, même si dès le départ, pour la première prise de contact, on a bien pris rendez-vous, mais par la suite, non. Alors on peut se passer de prendre rendez-vous. Non, on peut pas se passer de prendre rendez-vous, même par la suite. Et donc, comme je vais devoir à nouveau répéter ce besoin, l'autre va commencer à négocier sur ce besoin, voire même jusqu'à la psychiatrisation du discours, c'est-à-dire oh mais t'es psychorigide, t'es ceci, t'es cela, ou des choses comme ça, vous voyez. En fait, lui, il connaît mieux mes besoins que moi-même. Et je devrais d'ailleurs adopter ses propres besoins à lui. C'est consternant, épouvantable. Faut que vous arrêtiez, les gars, quoi. Faites quelque chose, changez. Et pour changer, commencez par observer ce que vous faites. Ce que ça dit, ce genre d'interaction, ça dit une seule chose, la tolérance à ce qu'une femme mette des limites et demande à ce qu'elles soient respectées est nulle dans ce pays, et ce, indépendamment de la forme, c'est-à-dire du langage paraverbal, infraverbal que la femme va adopter, que ce soit gentil, sympa, etc., ou que ce soit en mode un peu plus incisif. C'est pareil. Et je vous garantis qu'en 46 ans de temps, j'ai appuyé sur tous les boutons, j'ai testé toutes les configurations, c'est toujours le même résultat. Même avec des mecs gentils, etc. Je traite la question plus loin dans la vidéo, Non, non, on n'a pas le droit de dire: «Bon, non, tel délai là, ça me va pas, non, c'est pas possible. Tout de suite, il faut négocier, et cetera, ainsi de suite». C'est insupportable. Donc les limites, notamment en termes de disponibilité, lorsqu'elles sont données par des femmes, elles sont pas entendues. Comme il faut constamment les rappeler, on peut même écoper de trucs: «Ah ouais, non, mais excuse-moi, j'ai oublié, oui, mais il faudrait que tu te poses la question de savoir pourquoi tu as oublié. Ah, mais oui», il y a toujours une excuse. «Ah oui, non, mais parce que, si tu me le disais plus gentiment quand même, j'aurais entendu». Ah bon? Comme si le gars, depuis le début, j'étais en train de lui parler, sur un ton, acerbe. Non, 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 avant qu'on en arrive là, je t'ai dit au moins, 10 fois les choses sur un ton parfaitement normal. Il y a un autre mini scénario, c'est, bon, j'ai un jour, notamment, où je suis vraiment pas disponible. C'est le premier truc que je formule. Je peux être certaine que c'est ce jour-là que la personne va avoir envie de m'appeler ou décider qu'elle, elle est disponible ce jour-là. C'est balèze quand même. Il y a quand même 7 jours dans la semaine, mais bon, ça met en scène l'action des brouilleurs. Il y a ce genre de technologie où on vous fout un putain de casque sur la tête, votre subconscient est totalement piloté à ne pas du tout entendre ce que je suis en train de vous dire, voire même à entendre l'inverse de ce que je suis en train de vous dire. Et ça, on le voit aussi bien bien à l'œuvre dans les commentaires. Ce truc-là, j'en ai parlé dans la vidéo de mon gameplay, je sais plus quel numéro, sur les bugs scénaristiques.
Et donc si vous me faites ce plan-là, bah, je sais déjà à peu près en gros à quel niveau vous êtes, hein, sur votre subconscient. Rien qu'avec ça. Ah, et donc pour l'auditorat qui, je pense, a certainement, fait déjà pas mal de lectures en développement personnel, et cetera, enfin, vous savez quand même que la capacité à dire non, elle est fondamentale pour devenir adulte. Mais vous, messieurs, quand une femme vous dit non et vous formule derrière les raisons pour lesquelles elle dit non, d'ailleurs on ne devrait même pas avoir à les fournir, hein, parce que là, travail personnel à domicile, observez-vous faire. Quand vous êtes en interaction avec un autre homme qui vous dit non, est-ce que vous commencez aussi à avoir le même genre de discours psychiatrisant ou à commencer à juste négocier avec lui sur le fait qu'il vient de vous mettre une limite stricte en vous disant non? Il fournit généralement pas de raison, il se justifie pas, hein, il dit non. Et là, tout le monde l'entend, hein, homme comme femme, il n'y a pas de souci là, hein. On a bien entendu, c'est non. En conséquence de quoi, en tant que femme, si nous voulons faire respecter nos propres limites et nos propres besoins, nous sommes obligés de hausser le ton et d'affermir le ton. L'auditorat a peut-être maintenant la réponse concernant ce ton que l'on m'a si souvent reproché pour me demander de bien rentrer dans les clous genrés de comment une femme doit parler, sur quel ton, avec douceur, etc. Dans l'état actuel des relations genrées dans ce pays, une femme, si elle veut faire respecter ses propres limites et besoins, il faudrait qu'elle soit constamment en colère, tout le temps. Tous ces programmes-là, décryptés par les féministes, donc le non, notamment qui n'est jamais entendu, elles vont poser des phrases comme ça, un peu crues, de dire en fait ce que les hommes ne veulent pas remettre en question, c'est leur libre accès aux orifices des femmes. Autant de fois et quand, comme bon leur semble. Mais vous voyez, cette notion d'orifice, en fait, elle va beaucoup plus loin évidemment que les orifices anaux, génitaux ou buccaux, puisque ces parties-là de l'anatomie sont directement reliées à l'anatomie subtile. Donc, il s'agit bien de ne surtout pas remettre en question une distribution des rôles qui provoque un vampirisme énergétique quotidien sur plusieurs dimensions depuis des millénaires et des millénaires dans un sens unique entre une partie de l'humanité et l'autre. Bon, d'ailleurs, vous l'entendez certainement sur une partie de cette vidéo, j'ai la voix un petit peu prise ces derniers temps, mais plus généralement ce que l'on constate quand on commence vraiment à faire un travail en profondeur sur la question avec des femmes, c'est que le chakra le plus encombré, c'est celui de la gorge, pour toutes ces raisons. Et que dès qu'une femme commence à vouloir hausser le ton, c'est ce chakra-là, laryngé, qui va être attaqué, hein. Je parle pour les magiciennes, là, les sorcières, etc., hein. Je pense que ça, peut-être, ça doit vous parler. Et on les sent bien, hein, d'ailleurs, hein, les serpents là qui se trouvent là et dont il faut évidemment se débarrasser. Faut les dégueuler. Il faut un contexte précis pour faire tout ce travail, hein. Bref, continuons sur l'exploration donc de ces petits scénarios. Alors, deuxième grand scénario, hein, que je vais appeler le «oui mais moi je», mais qui pourrait porter le nom de le mythe du mec gentil. Encore un scénario genré, hein. Le «oui mais moi je», il y a que vous messieurs qui le produisez. Il suffit de se plonger dans les commentaires pour s'en rendre compte. Alors il y a quelques femmes qui le produisent aussi. Alors ça porte un nom en psychologie, hein. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que la personne, elle va poster un commentaire, elle a été victime de tout un tas de violences, et cetera, mais elle va encore réussir à trouver quand même des excuses à son agresseur ou à la catégorie qu'il représente, hein, en l'occurrence la catégorie masculine. Donc c'est aussi un oui mais moi je. Syndrome de Stockholm. Voilà, donc ça c'est pour les femmes. Je reviens sur le oui mais moi je masculin. Alors ça donne: oui mais moi je ne suis pas comme ça. Oui mais qu'est-ce que tu as? Tu as un problème avec les hommes? Oh mais tu veux la guerre, etc., ainsi de suite, hein. Ah oui mais moi je ne suis pas comme ça. Regarde, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais pas comme ci, machin. Autrement dit, c'est un ensemble de gesticulations et de discours qui visent à quoi? À attirer mon attention. Et vous savez quoi? Cette stratégie de l'archéovirilité, qui a pour but de constamment rediriger l'attention et les énergies des femmes vers les hommes, dès qu'elles commencent à se préoccuper d'elles-mêmes, a été très bien décryptée
par les féministes radicales. Et il y a très peu de nombre de vues sur l'article de Francine Sporenda dont j'ai fait la lecture et qui pourtant a mis dans le mille à 2000%. Et je vous conseille fortement d'aller les lire. Quel besoin avez-vous, messieurs, de venir capter l'attention d'une femme telle que moi pour venir m'expliquer que oui, mais moi j'ai tout compris, moi j'ai tout résolu. Pourquoi faites-vous ça? Posez-vous la question, regardez-vous faire, sondez jusqu'au bout vos attentes. On gesticule pas comme ça sans attente. Alors je vais vous la dire, quelle est l'attente? Vous attendez que les femmes telles que moi, ou que les féministes même, qui vous tendent un miroir bien sombre de vous-même, vous mettent une médaille parce que vous n'êtes pas comme ça. C'est ça que vous attendez. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et que non, on ne vous remettra pas de médaille parce que vous n'êtes pas un violeur, vous n'êtes pas un gros con, vous n'êtes pas un gros macho. On ne va pas non plus vous remettre de médaille parce que vous prétendez être victime ou avoir été victime d'une PN, d'une PO, d'une illic ou que sais-je encore. Vous nous remettez des médailles à nous en tant que femmes victimes depuis des millénaires de vos conneries, hein? Vous allez remettre des médailles aux féministes radicales, à toutes les femmes qui luttent pour soutenir les femmes violées, aux femmes battues, etc. Quelqu'un va leur donner des médailles au titre de leur victimologie? L'un d'entre vous, messieurs, a-t-il eu l'idée, en prenant connaissance du cas Jacqueline Sauvage, de se dire oh, il faut absolument qu'on aille remettre une médaille à cette femme. Elle a mis plusieurs décennies à subir des sévices avant de péter un plomb et d'étriper son mari quand elle s'est rendue compte que ses filles aussi avaient subi la même chose qu'elle. Alors pendant les décennies où elle a subi, ainsi que ses filles, ce genre de sévices, il y a certainement eu de témoins. Mais je ne pense pas qu'aucun d'entre eux n'ait jamais eu l'idée d'aller lui remettre une médaille. Si jamais il s'agissait de remettre des médailles, et c'est pas le cas, on y songera le jour où, au lieu de ne pas être, vous serez pleinement vous-même souverain. Je traduis, hein, au cas où vous n'auriez pas encore compris ce que signifie la souveraineté. Ça signifie que vous êtes capable d'interagir avec un autre ou une autre être humaine en dehors de ce satané triangle de Karpman. Donc il est temps que vous commenciez quand même à comprendre que, à ce jeu-là, avec moi, vous n'avez aucune chance. À tous les coups je gagne, à tous les coups vous perdez. Hein. Mais là, on gagne tous les deux, c'est si vous prenez en compte et en considération les choses quand je vous les ai dit gentiment et clairement en mettant des gants. Donc je vous garantis qu'à partir du moment où je vais commencer à vous demander de vous positionner, vous, dans le triangle du drame, ça veut dire que ça fait déjà un sacré moment que je vois vos déambulations dedans, hein, et que donc du coup j'essaye de faire arriver à votre conscience là des choses qui sont manifestement totalement subconscientes pour vous. Et donc bon bah si c'est l'ego en mode compulsif qui se met à me répondre avec du coup une bonne dose de subconscient, hein, les gens se rendent même pas compte de ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent. Bon ben c'est le début de la fin quoi. Si jamais vous insistez et que bon je commence à réagir de manière de plus en plus ferme et cinglante, vous en êtes à 2000% responsable, puisque la première de toutes les violences, elle est toujours symbolique, elle se trouve, comme je ne cesse de le répéter autour de ce programme, cause toujours, ne pas entendre l'autre, ça veut dire refuser d'entendre ses besoins, refuser d'entendre ses demandes, refuser d'entendre ses limites, refuser de les prendre en compte quand elles sont formulées normalement, alors que vous les prenez entre guillemets naturellement en considération, ses besoins, ses demandes, ses attentes et ses limites, lorsqu'elles sont formulées par un homme. Parce que quand on observe bien ce qui se passe entre deux hommes, lorsqu'il y en a un qui commence à transgresser les limites de l'autre, ça va très vite. Hein. Il n'y a pas besoin de trop se répéter entre hommes. Hein. S'il y en a un des deux qui commence à devoir hausser le ton pour se répéter, on sait très bien comment ça se termine. Donc il est quand même fantastique que dans l'autre sens, lorsqu'il s'agit d'une femme et qu'elle commence à vous parler fermement immédiatement, vous poursuivez dans la violence symbolique en lui en infligeant une seconde qui consiste à jouer les étonnés, que la femme soit en colère et commencer par-dessus le marché à lui faire endosser un rôle de persécutrice. C'est une double perversion, hein. Et c'est un redoublement de la première des violences qui a consisté à faire comme si elle cause toujours. Encore une fois, hein, si ça se passe entre deux hommes, tout le monde sait très bien comment ça se termine. Hein. S'il y a à un moment donné un conflit et qu'il y en a un qui tourne le dos et qui décide de jouer à cause toujours, hein,
avec un autre homme, on sait également que ça peut très vite se finir quand même au corps à corps. Ah, et si ce n'est pas un cause toujours explicite, vous tentez désespérément de manipuler dans la communication la femme pour tenter de lui faire comprendre qu'en fait, non, 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 en fait, c'est pas ça ses besoins, en fait, c'est vous connaissez mieux ses besoins qu'elle-même. C'est ça, hein, les relations, là, dans ce monde, entre les hommes et les femmes, et c'est insupportable. Et le mot est faible. Et donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui se mettent en colère, beaucoup plus souvent, pour ces motifs très légitimes et très sérieux. Et cette colère n'a bien évidemment absolument rien à voir avec un quelconque rôle de persécutrice, mais bien plutôt à voir avec une colère vibratoire. Et je pense que ce qui est totalement inconscient chez les hommes, mais aussi chez les femmes, c'est qu'en réalité, les hommes craignent par-dessus tout cette colère vibratoire de la part d'une femme. Parce que je pense que dans les traces mnésiques que nous avons toutes et tous, on sait très bien que les femmes sont plus puissantes que les hommes. Et que ce type de scène colère vibratoire a une puissance que vous, messieurs, vous n'avez pas. Donc toutes ces stratégies qui sont, pour l'écrasante majorité d'entre vous, totalement inconscientes et subconscientes, visent à une seule chose, à nier, moment après moment, le fait qu'une femme puisse exercer une autorité. Et en plus, cette autorité, c'est même pas sur l'extérieur qu'elle cherche à l'appliquer ou à l'exercer, c'est sur ses propres frontières et limites énergétiques. Et ça, toute l'ingénierie sociale vise à ce que ce soit systématiquement nié, transgressé, manipulé par un jeu de domino d'escalade, de violences symboliques qui s'empilent les unes sur les autres. Et dont le but est toujours le même. C'est d'éviter, pour vous, messieurs, la violence de la remise en question profonde de vos certitudes à votre sujet et de prendre la pleine mesure de l'écart qu'il y a entre qui vous croyez être et qui vous êtes vraiment. Alors, je vais poursuivre sur ce fameux thème de la femme en colère. Si j'avais dû écrire un seul ouvrage après mon expérience, guillemets flamme jumelle, il aurait porté ce titre. Alors, si la colère des hommes est très souvent absolument pas légitime du tout, celle des femmes, le plus souvent, elle est très légitime et vibratoire. Mais je crois que ça fait quelques décennies, en fait, que je suis en colère vibratoire. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que pour moi la colère vibratoire. C'est que c'est une émotion qui est conscientisée par la compréhension fine et sur plusieurs dimensions des raisons pour lesquelles cette émotion existe. Donc, cette chaîne YouTube, c'est la colère vibratoire du féminin sacré qui s'exprime. Pour toutes celles et ceux qui veulent ramener cela à leur niveau psychique de traumatologie, je les laisse faire l'analyse avec le jeu de miroir. C'est de vos propres traumas à vous dont vous parlez dans les commentaires. D'autre part, il est quand même très malvenu de tenter de faire endosser le rôle de persécutrice à une personne que vous êtes vous-même venu solliciter et qui vous a accordé tant attention. Et pour quelle raison êtes-vous venu me solliciter au départ? Parce que vous avez peut-être bien vu qu'il y avait de la lumière et que ça pouvait être intéressant de rentrer. Le oui, mais moi je, c'est la porte d'entrée au discours. Oui, mais nous c'est pareil. Nous aussi, il y a aussi des femmes persécutrices, affreuses, etc. Machin. Ça vise du coup à modérer le discours, s'y maîtriser le discours, pour en arriver à dire ouais, mais c'est pareil en fait, le vécu expérientiel et sensible des hommes et des femmes, c'est pareil. Alors non, non, ce n'est pas pareil du tout. Donc, en définitive, le oui mais moi je permet de cantonner à un registre subjectif et interpersonnel une question qui est bel et bien objective, c'est-à-dire qui décrit une réalité que personne ne devrait remettre en question et qui est une situation d'oppression systémique, transverse, que l'on retrouve partout sur la planète et qui est la domination masculine. Le oui mais moi je est donc, à ce titre, une stratégie de déni de cette réalité objective. Vous pouvez produire tous les discours convenus que vous voulez, la réalité est têtue.
Alors, je vous mets en description le lien vers une conférence qu'un de mes auditeurs a fait remonter de Karine Alain et Christophe Alain sur cette question que nous vivons bien, quelle que soit la culture et les sociétés, et ce depuis des millénaires, hein, dans des sociétés paternalistes et misogynes. Hein. C'est un état de fait. Que cela vous plaise ou non, que vous soyez un mec gentil ou non, qui se croit dépollué de ceci, de cela, ils ont tout résolu, ils sont je ne sais pas quoi, et ils me servent à longueur de temps des scénarios paternalistes. Donc, si vous n'êtes pas misogyne, mettons, vous ne l'êtes pas, mais vous êtes paternaliste. Le mode, en tous les cas, sur lequel vous m'entraînez, transpire le paternalisme lorsque vous commencez à vouloir me donner des leçons et des conseils, et à me resservir mes propres enseignements. Mais quelles vidéos êtes-vous allé regarder, hein? Et à l'appui en plus, hein, pour tenter d'installer votre légitimité dans ce rôle, hein, vis-à-vis de moi, la stratégie, elle est aussi toujours la même, c'est: «Ah oui, moi je connais, une femme qui machin, moi ma compagne, ceci, cela» et cetera, et cetera, et cetera. Tout cela, hein, toutes ces stratégies, hein, qui sont des stratégies de manipulation, ont été défoncées et décortiquées et déconstruites par les féministes. Radicales, j'entends, car ce sont elles, hein, qui nous donnent l'analyse systémique de cet état de choses, épouvantable, suffocant, insupportable, invivable, et ça s'apparente à l'usurpation pure et simple. Vous piquez les idées d'une femme pour les formuler à sa place. Alors là, vu que vous êtes un homme, vous êtes tout de suite entendu, vous avez les fleurs, les médailles, à tout ce que vous voulez, et en plus, après, vous allez faire croire aux femmes à qui vous avez piqué l'idée que c'est vous qui l'avez eue pour pouvoir continuer à vous conforter dans un rôle paternaliste. C'est très, très grave. C'est d'une perversion sans nom. Donc vous en prenez conscience ou pas, c'est votre problème, hein. C'est entre vous et vous, hein. Mais à partir de là, ne venez pas me parler de supramental, hein. Et je pense que le cas du supramental et de Bernard de Montréal qu'on n'arrête pas de me ramener comme s'il fallait que je me range dans les rangs derrière ce monsieur, je pense que je le traiterai dans une vidéo séparée. Mais sachez tout de même qu'il semble qu'il soit allé lui-même s'alimenter des recherches d'Adéla Tremblay-Sergerie, dont personne ne parle. Qui d'entre vous la connaît, cette femme? Merci au correspondant qui me l'a ramenée, hein. Je pense que je vais préparer la vidéo à ce sujet-là avec lui, hein. De toute façon, c'est toujours la même, hein. Les femmes bossent, bah, en fait, dans tous les champs d'existence ici, et les hommes récoltent les fruits. Les femmes bossent dans l'ombre, les hommes récoltent le fruit de leur travail en pleine lumière, avec les médailles en chocolat ou pas, qu'importe, hein, et sans les nommer, bien sûr. Pas nommer toutes les mains invisibles là, qui te permettent toi de te mettre en scène, quoi. Bon, faudrait déjà avoir conscience qu'en fait c'est ça que tu fais, que tu récoltes en fait tout un tas de travail gratuit pour nourrir ton ego, qu'importe, de divulgateur, de trucs, de machin, hein. Mais le truc c'est qu'en fait les mecs quand ils font ça, ils s'en rendent même pas compte, hein, qu'ils le font. Quand on regarde bien, c'est vrai pour absolument tout, hein. Il semble aujourd'hui, hein, à peu près établi que c'est la femme d'Albert Einstein qui est derrière la théorie de la relativité. Il y en a, je sais pas combien des exemples comme ça. On les connaît pas tous, on les connaîtra jamais tous. Et si c'est pas ça, si c'est pas la femme en fait, qui fait le boulot et le mec qui présente dans cette société patriarcale, le travail fait dans l'ombre par une femme, de toute façon, les capacités de travail que l'homme a pu développer sont assises sur le confort que lui a fourni le travail domestique gratuit d'une femme. Il y a toujours une femme, de toute façon, derrière les grands hommes. Concernant le couple Alain, je vous prie quand même de remarquer, et ils en jouent, hein, d'ailleurs, hein, dans la conférence là, qu'il faut que ce soit l'homme qui pose ces mots-là. Nous vivons dans des sociétés misogynes et paternalistes. Maintenant, sur toute la durée de la vidéo, le mot patriarcat n'est jamais prononcé. Par contre, hein, on nous parle d'une matriarche avec un pouvoir terrible, qui devrait se nettoyer de tout ce poids émotionnel de la famille qu'elle porte par des crises d'hystérie. Alors, premier point, le fait de porter toute une famille émotionnellement ne constitue en aucun cas un matriarcat au sens étymologique du terme, le arca signifiant pouvoir. Cela s'apparente plutôt à un service rendu gratuitement, et vu qu'il porte sur les émotions des uns et des autres, de la sainte famille, etc., bien, il s'agit d'accepter un vampirisme énergétique qu'on nous fait passer pour un matriarcat,
hein. Donc il n'y a aucune symétrie possible avec ce qu'est réellement le patriarcat, où tous les services rendus sont rémunérés et permettent de penser que tout peut s'acheter et se vendre, à commencer par les femmes d'ailleurs, et leurs services utérin. Donc il y a, me semble-t-il, dans ce discours, eh bien, une bonne vieille inversion, parce que je pense que ce dont il parle, il s'agit plutôt en fait d'un patriarcat associé à un maternalisme. Deuxième point, sur l'hystérie. Alors, la vidéo où je traite de ce cas de l'hystérie, qui était la sexualité, je pense épisode 2, a été supprimée par YouTube, hein. J'ai essayé de reposter cette vidéo sur la sexualité sur BitChute, j'y suis pas arrivée. J'ai essayé au moins 20 fois. Je crois que très clairement, en fait, apparemment, il ne faut pas que ce genre d'informations soit entendu. Mais je vais vous replanter le décor. Nous sommes à la fin du 19e siècle dans une Europe frétillante de bourgeoisie et d'industrialisation, les chemins de fer, les travaux d'Haussmann à Paris, etc. Dans cette société-là, un homme qui a réussi, c'est un homme déjà qui est blindé d'actions en tout genre dans ces sociétés-là, chemin de fer, machin, bâtiment, et qui peut, en plus de sa sainte famille, entretenir une maîtresse dans un logement. Bien entendu, il fréquente également les maisons closes, où il peut trouver de la chair fraîche, de l'âge qu'il veut, si jamais il ne trouve pas dans sa famille, élargie ou non, de quoi consommer à son goût. Alors, si c'est pas un homme entre guillemets «comme ça», parce que bien sûr, hein, il y en avait même à cette époque-là, de toute façon, il est obligé de fréquenter ces lieux-là, comme on fréquente le théâtre, pour se montrer, pour construire du capital social, hein. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, par exemple, qui tiennent ce rôle de construction du capital social. Bon, donc ça, c'est le décor général de cette époque-là. Freud est devenu médecin parce que son frère, qui avait été abusé par fellation par leur père, souffrait d'hystérie. Hystérie, l'étymologie se relie à l'organe utérus. Les hommes ont-ils un utérus? Le frère de Freud avait-il un utérus? Manifestement, la personne, donc en l'occurrence la Karine Alain qui parle de ces crises d'hystérie, ne sait même pas ce qu'est l'hystérie. Donc allons regarder la définition de ce qu'est l'hystérie. Voilà. L'hystérie, au niveau des symptômes, ce sont des crises de paralysie partielle ou totale qui atteignent une partie du corps sans trouble fonctionnel, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer, pour des raisons fonctionnelles, c'est-à-dire musculaires, traumatologiques, tu as le bras dans le plat, tu peux pas bouger le bras, ou alors si tu as une maladie neurodégénérative, c'est normal que tu puisses avoir des paresthésies, ou bien si tu as une lésion de la moelle épinière, c'est normal aussi qu'une partie de tes membres soit paralysée et ne puisse pas fonctionner. C'est ça, hein, un trouble fonctionnel. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec l'utérus ou pas, ce genre de choses? Non, ça n'a aucun rapport. Par contre, c'est clair que ça a un rapport avec l'appareil psychique et sa traumatologie. Alors, je pense que la plupart de l'auditorat doit être étonné, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous entendez hystérie et vous imaginez immédiatement une femme échevelée en train de gesticuler dans tous les sens. Ben, en fait, c'est pas ça, ce serait même un peu plutôt l'inverse, hein. La pauvre, en fait, elle est un petit peu plutôt apathique. Il y a une partie de son corps qu'elle n'arrive pas à bouger, en fait, la partie de son corps concernée par un abus. Quant aux hallucinations et nervosités du tableau clinique, ne serait-ce pas ce que l'on appelle aujourd'hui du stress post-traumatique? Freud est allé suivre les cours de Charcot sur l'hystérie, et le docteur Charcot était quand même bien misogyne, et c'est bien la société bourgeoise patriarcale du XIXe siècle qui lui fournissait ses cobayes, autrement dit des femmes anciennement abusées au sein de leur famille par un père, un frère, un oncle, un cousin, que sais-je encore, et qui finissaient effectivement malades. À partir de ce moment-là, elle devenait une gêne pour la famille, et il était de bon ton de les enfermer dans un asile. Je crois pas que les hommes qui étaient abusés aussi, et qui eux aussi, du coup, avaient des traumas, on les enfermait pas dans les asiles, par contre, hein. Freud a volontairement falsifié sa théorie de la séduction parce qu'il avait parfaitement conscience que les femmes qui souffraient d'hystérie avaient bien été victimes d'abus, tout comme son frère. Mais comme, quand il a présenté ses travaux dans cette société bourgeoise, aka incestueuse, pédophile, on lui a demandé de revoir sa copie et il a pondu la théorie de l'Oedipe, qui veut que, et Françoise Dolto en tête, mais non, la fille, c'est la théorie du fantasme. Mais non, mais elle a fantasmé, la fille, en fait. Il s'est rien passé du tout, c'est dans sa tête que ça s'est passé.
Ok? Françoise Dolto a produit des écrits qui sont clairement un déni du phénomène de l'inceste. Et étrangement, elle était elle-même issue d'une famille incestueuse. Quant à son fils Carlos, le chanteur, je suis dans une région où il était très connu pour fréquenter un casino en compagnie de prostituées qu'il ne traitait pas correctement, pas plus d'ailleurs que le personnel du dit casino. C'est ça, hein, le transgénérationnel. Bon, sinon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même une magnifique statue de Sigmund Freud au Tavistock Institute. Il y a aussi une statue de Gandhi. Bon, Freud espérait que la postérité revoie sa théorie en faveur de la vérité et de la réalité, ce qui n'est à ce jour toujours pas le cas. Bon, tout ce que je vous dis là est tracé dans les lettres échangées entre Freud et son grand ami Otto qui a lui-même été soupçonné d'être un père incestueux. Il se trouve dans les écrits de Jeffrey Moussaïef Masson qui a travaillé aux archives Freud aux États-Unis. Donc une des rares psychothérapeutes qui ose parler de cela dans ses formations, c'est Isabelle Filiosa. Elle anime tout un cycle de formation sur la parentalité positive. Hein. Et je vais m'arrêter là. Donc pour en revenir au couple Alain, je leur en veux pas, hein. Ils sont pas méchants, hein. Mais bon, très franchement, il y a tout un pan de la réalité qu'ils ne veulent pas voir. Donc en gros, je vais résumer, vous avez le choix entre eux. Allez vous décaper votre noyau d'archéovirilité gratuitement en consultant des sites de féministes radicales avec tous les petits bingos qu'elles pondent chaque année, ou payer des ateliers avec le couple Alain qui va effleurer la surface des choses, c'est-à-dire en fait parler de patriarcat mais sans jamais le nommer. Et par contre, on ne s'empêche surtout pas de parler d'une matriarche au pouvoir terrible. Du coup, comme les deux mots patriarche et matriarche sont prononcés, ça vise à nous faire croire qu'en fait, le modèle ancien, c'est un bon équilibre entre un patriarche et une matriarche. Hein, c'est le bon vieux discours de la parfaite complémentarité, qui permet de surtout rester en fait dans un patriarcat qu'on ne nommera jamais. Alors, sur ce point-là, je vous mets en description un documentaire sur la seule société matriarcale encore connue vivant en Chine, la société des Mosuo. Vous irez le regarder. Ensuite, vous vous poserez les questions suivantes. Première question. Est-ce que la place de la matriarche dans cette société est aussi enviable que la place des patriarches dans les sociétés patriarcales? Deuxième question. Quelles sont les conditions de vie des hommes dans cette société? Sont-ils opprimés, oppressés? Leur travail est-il exploité par cette structure familiale matriarcale, de la même manière que les femmes le sont dans une structure patriarcale? Dans ce type de structure familiale, les hommes interviennent dans l'éducation des enfants de leurs sœurs. Mais ils peuvent tout de même être prêtres aussi et exercer des responsabilités autres en dehors de la structure familiale. Y a-t-il un phénomène de viol, que ce soit à l'encontre de femmes ou de pédophilie à l'encontre des enfants? Il n'y en a pas, parce que la sexualité est frappée de tabous au sein de la structure familiale, et la sexualité se déroule dans la chambre de la femme qui elle-même habite avec ses frères, ses oncles, etc. Donc, l'amant s'introduit dans la chambre de sa tendre et douce, et donc si jamais il avait dans l'idée de lui faire subir des violences, toute la maisonnée réagirait. C'est ce qu'on appelle une culture sans viol. Et j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos sur les travaux de l'anthropologue culturelle Agnès Echen, qui a démontré que toutes les sociétés conjugalisées sont des cultures du viol, violentes à l'égard des femmes et des enfants, et donc patriarcales. Donc, associer sexualité et conjugalité, ça semble être plutôt dangereux. Donc, la véritable question qu'il y a derrière tout cela, c'est: y a-t-il une symétrie entre matriarcat et patriarcat? Il n'y en a aucune. Si la place adéquate d'un patriarche dans une société patriarcale, c'est d'ascensionner dans une hiérarchie sociale en exploitant le travail gratuit ou rémunéré le plus faiblement possible d'autrui, dans le but de posséder le plus de biens, de terres et de personnes, de femmes, puisque dans une société patriarcale, les femmes sont considérées comme des choses, dans le but de travailler de moins en moins et d'être de plus en plus riches. La place d'une matriarche dans cette société matriarcale
que l'on peut encore observer avant qu'elle ne disparaisse. Elle est en train de disparaître, hein, avec ce qui se passe en Chine, etc., hein, ils sont en train de faire peuple musée. Donc le rôle de la matriarche, il se place dans le champ de la responsabilité de fournir les biens et les services pour toute la maisonnée. Autrement dit, qu'on soit dans une structure patriarcale ou matriarcale, les femmes sont tout le temps au service des autres, au détriment de leurs propres envies, besoins, désirs. En l'occurrence, dans ce documentaire, la future Ama, la jeune Tuji Latso, qui doit avoir 13-14 ans, hein, doit renoncer à aller à l'école et à faire des études pour pouvoir assumer sa charge. Donc je ne suis pas du tout en train de vous vendre le modèle de la société des Mossio pour nous sauver la mise, hein. Vous avez compris qu'il va falloir être créatif et créative, hein. Il faut sortir de cette ornière, hein. Patriarcat ou matriarcat, non. Inventons autre chose, hein. Et le moins qu'on ne puisse dire, c'est qu'il fait certainement beaucoup plus doux vivre, que l'on soit un homme ou une femme, chez les Mossio que dans nos sociétés. Sur la base de ce seul exemple, on est fondé à dire que le patriarcat est une dramatique d'évolution, involution par rapport à un matriarcat supposément précédent, et certainement pas une évolution supposément nécessaire pour l'humanité. Donc, pour toutes les personnes là qui me servent le discours suivant, qui consiste à dire que oui, non, mais parce que avant le patriarcat, il y a eu un matriarcat. En fait, le patriarcat, c'est une évolution par rapport au matriarcat. Il va falloir que vous étayiez beaucoup plus. Mais je crois qu'il est délirant. Et ultimement, il faudrait se poser la question suivante, hein, celle que je pose sur la vidéo, sur les guillemets flammes jumelles, là, mon aura filmée dans l'eau, c'est quel genre d'intelligence ou de Dieu ferait involuer une espèce qui au départ était parfaite pour lui faire subir un tel calvaire? Point d'interrogation. Donc pour en revenir au couple Alain, leur discours vise à contourner soigneusement le centre du problème, qui est bien l'existence d'un ordre social de domination masculine qui perdure et qui se recycle grâce au mécanisme de l'appareil psychique subconscient, c'est-à-dire la prédation câblée sur le cerveau reptilien. Et vu que tout le monde fonctionne comme ça, et est câblé comme ça, depuis des cycles et des cycles et des vies, ben pour aller le décaper, ça, va falloir un travail un petit peu plus profond que celui que propose ce couple. Déjà pour commencer, ils prétendent harmoniser tout cela, en fait, en complaisant à la prédation. Du coup, je ne pense pas qu'on puisse faire un quelconque travail réel d'harmonisation en complaisant à la prédation. Et on ne va certainement pas régler ça en continuant à alimenter le subconscient et le cerveau reptilien en laissant uniquement les messieurs parler à demi-mot de patriarcat mais sans le dire vraiment. Tant que ce sera comme ça, on pourra être certaine que rien n'est réglé dans ce monde entre les femmes et les hommes. Et je crois que le temps de l'art équilibriste du cul entre deux chaises, de se cacher derrière son petit doigt, de faire prendre des vessies pour des lanternes, ou plutôt de prendre des messies pour des lanternes, enfin bref, l'ère de la tiédeur, je pense, est en train de se terminer. Il va falloir que chacune se positionne très clairement sur un certain nombre de choses. Mais pour nous, les femmes qui sommes libérées de tout cela, qui voyons tout cela très clairement, et qui incarnons déjà l'avenir, la véritable androgynie, pas celle falsifiée que l'on vous vend avec l'agenda LGBT transgenre. Pour nous, ce temps-là est révolu, définitivement. Nous n'avons plus rien à apprendre de vous, messieurs. C'est vous qui avez à apprendre de nous. Donc, si vous préférez ce genre de discours, euphémisant jusqu'à friser le mensonge, faites bien comme vous voulez. Simplement, entendez ce que cela nous dit et nous indique sur votre propre fonctionnement psychique. C'est que vous êtes toujours dans le piège de la forme. Vous ne voulez pas toucher le fond pour pouvoir remonter. Donc pour tous les autres qui sont libérés de ce piège de la forme, je vous mets en description toutes des salopes ou le mythe du mec gentil. Cette nana, ça faisait longtemps qu'elle avait posté cette étude-là. Elle a fermé son blog tellement elle a été agressée en raison de la redoutable intelligence qu'elle déploie dans cet article, pour expliquer avec beaucoup d'humour en plus le problème que pose le mec gentil. Hein. Qu'a-t-il en commun avec le mec pas gentil? Eh ben, tout comme lui, il attend d'avoir libre accès aux orifices des femmes. Il se sent même plus légitime que le mec pas sympa, d'ailleurs,
à y avoir accès à ces services sexuels puisque, bah, lui, il est gentil. Vous comprenez? C'est ça qui ne va pas du tout sur cette planète. Et donc comme là, en fait, les femmes et les féministes, dans tout courant confondu, elles ont à peu près tout testé là, hein, pour vous faire comprendre les choses, hein, pédagogie, humour, et cetera. Donc bon, une fois que toute tentative de communication civilisée a échoué, je pense que tout le monde sait la seule option qui reste, hein. Donc ne soyez pas surpris ou surprises qu'il existe des franges de plus en plus ultra radicales de féministes. Mais vu de chez moi, hein, c'est certainement pas sur elles que je vais aller taper, hein, parce que ce phénomène, c'est vous, messieurs, qui en êtes responsables. Ce n'est que la conséquence de votre surdité absolue sur certaines choses. Et très rapidement, je vais vous citer le cas d'un vieil anard, hein, auvergnat, à qui j'étais allée rendre visite en 2014, là, quand je cherchais encore à essayer d'acquérir un terrain là où installer ma peau, qui était entré en matière. Oh, c'est la mode, hein. Voilà, il me dit tout ce que j'ai envie d'entendre. Oui, nous, les mecs, il faudrait qu'on apprenne à fermer notre gueule pendant plusieurs millénaires et à vous écouter. Voilà. Le moment où j'ai rencontré, voilà ce qu'il me dit. Que s'est-il passé ensuite dans les faits? Eh ben, tout l'inverse. Donc c'est bien de le savoir à un certain niveau mental, c'est tout autre chose de le mettre en œuvre et de l'appliquer, hein. Et c'est votre subconscient qui fait que vous ne l'appliquez pas, que vous ne vous voyez pas faire, hein, quand vous êtes en train de le faire. Alors que il y a je ne sais pas combien de femmes avant moi, que ce soit dans vos histoires personnelles, dans vos relations amicales ou au travail ou que sais-je, certainement qui vous ont déjà donné 1 millier de fois le même message et vous ne l'entendez pas. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous mets en description, le lien vers, la lettre des démissions de 2 femmes féministes de la fédération, anarchiste. Voilà, vous allez les lire ou pas, encore une fois, c'est faites bien comme vous voulez, hein, mais bon, sans surprise, hein, il n'y a pas plus d'égalité entre les femmes et les hommes, à la fédération, anarchiste que n'importe où ailleurs dans la société, hein. Et bien évidemment qu'on y constate quoi? La même chose que partout ailleurs dans la société, c'est-à-dire qu'en effet, la plupart des femmes ayant elles-mêmes le cerveau colonisé par ce virus, elles vont préférer soutenir les mecs, surtout si elles sont, en couple avec, plutôt que d'aller soutenir une nana qui est en train de se faire écraser la gueule dans leur parfaite petite organisation, hein, où, chacun chacune serait supposé avoir, tout compris des rapports d'oppression et de domination. Dans la catégorie des prédateurs, il y a ceux qu'on voit arriver de très loin, c'est pas les plus dangereux, on les voit. Ils se cachent pas. Le problème c'est les mecs gentils, les mecs sympas qui sont dans, le discours: «Ah mais moi je ne suis pas comme ça», et cetera. Alors avec cela, hein, on peut quand même perdre beaucoup de temps et d'énergie, hein. Dans notre monde d'inversion sur inversion, dominé par le subconscient, le pire, hein, c'est toujours ce qui est invisible, hein, ce qui est caché, ce qui avance masqué, hein. La personne, le gars de bonne volonté qui veut soi-disant vous aider, mais dont finalement, la contrepartie, un jour qu'il va vous demander, va être exorbitante, hein, par rapport au service rendu. Donc mieux vaut ne même pas mettre le doigt dans l'engrenage. Donc je résume, je reformule, hein. Tous les mecs en mode: «Oui mais moi je», OK, c'est bon les gars, on a compris, hein. Vous êtes pas misogyne, mais vous êtes paternaliste, ce qui fait de vous un loup déguisé en agneau. Donc ce programme, non pas paternaliste, mais bien patriarcal, ce mot paternalisme n'étant qu'un euphémisme, en fait, de la chose, un recyclage, c'est une adaptation au féminisme de la seconde vague, en fait. On a changé la forme, mais pas le fond, hein. Et donc, ce programme, ce câblage neuronal, neurophysiologique, patriarcal, il est très profondément ancré en vous. Et d'ailleurs, vous faites la boule de flipper, hein, vous-même, dans ce recyclage. Et du coup, vous êtes constamment en train de vous justifier, en fait. Parce que les 2 programmes-là, misogyne, paternaliste, ils se verrouillent l'un l'autre. Donc, dès que vous avez affaire à une nana comme moi qui vous dit: «Attention là, je crois que tu es en train de me faire tel plan». «Ah non mais attention, mais non, ça n'a rien à voir avec le fait que tu es une femme». Vous êtes en train de vous justifier, en fait, du fait que vous n'êtes pas misogyne. Mais ce faisant, vous êtes à fond dans un discours paternaliste. Et moi je rame là pour essayer de vous montrer: «Non mais non, tu as pas tout résolu garçon. Franchement, pas du tout. Il y a encore du boulot».
Donc des hommes comme ça, hein, qui sont ni misogynes, ni paternalistes, qui bossent vraiment là-dessus, moi j'en connais une petite dizaine. Ils existent, hein, mais ce sont vraiment quand même des raretés. Il faut, beaucoup d'expérience pour les repérer, immédiatement. Alors on va pouvoir passer, du coup, aux conclusions, hein. Donc là, c'est le moment de vous montrer, hein, la profondeur abyssale des noyaux archéovirilité et archéoféminité. Ces scénarios-là, je n'y ai affaire que lorsqu'il s'agit de correspondants masculins. Je n'ai jamais eu affaire à ce genre de scénario avec des correspondantes. Et je ne pense pas que mes consoeurs de l'autre côté de l'Atlantique, bien qu'elles aussi fassent appel aux dons, aient affaire à ce type de scénario. Je ne pense pas non plus que le jeune Antoine, qui est un bon petit gars, hein, de la chaîne Nouvelle Terre, ait eu affaire à ce genre de scénario. Je ne suis pas en contact avec lui, mais franchement, je serais intéressée de savoir si lui aussi il a eu à se palucher ce genre de petits scénarios de pompiers pyromanes avec les correspondants ou correspondantes dont il a pu écoper. Je ne pense pas. Je peux pas l'affirmer, mais je ne pense pas. Je pense qu'il a plutôt été verrouillé et vampirisé en mode sauveteur, hein. Et donc si j'ai bien raison, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jeune homme, qui a compris énormément de choses effectivement pour son jeune âge, seulement voilà, vous voyez, il n'a pas encore vécu beaucoup de choses. Et vous savez quoi? Comprendre une chose, intellectuellement ou même de manière suffisamment profonde, c'est une chose. Vivre et expérimenter, c'en est une autre, hein. Ça donne, je pense, beaucoup plus de puissance et de force, hein, à la connaissance, hein. Et donc, si j'ai bien raison et que ce jeune homme n'a pas eu à se palucher ce type de scénario, vous voyez où je veux en venir, hein? Ça veut dire que dans ce pays, un jeune homme de 18-20 ans a plus d'autorité, de légitimité qu'une femme comme moi avec le parcours que j'ai. Et donc, ça veut donc dire que ben, j'ai raison, ainsi que toutes les féministes, hein, radicales ou pas, sur cette question que la parole d'une femme ou des femmes n'a aucune valeur à ce jour dans nos sociétés. Et tout ceci n'est en aucun cas une attaque, hein, contre ce jeune homme, hein, et sa chaîne, pas du tout. Je ne le suis pas, hein, j'ai bien trop de travail avec la mienne. Ce sont des observations, hein. Repassez-les en boucle, là, les vidéos, si vous le voulez, pour voir une trace de jugement dans ce que je vous dis. Ce ne sont que des enchaînements d'observations, c'est-à-dire de faits concrets, réels. Autrement dit, objectifs. Je définis, hein, ce que veut dire objectif pour les personnes qui ne savent pas, c'est le contraire de subjectif, hein, c'est-à-dire que ces faits-là existent indépendamment d'une subjectivité à l'œuvre. Donc ces faits-là sont réels, ils existent indépendamment de moi-même et de ma propre subjectivité et de mon propre vécu expérientiel ici. Ce scénario du pompier pyromane qui peut se décliner à l'infini avec des variantes plus ou moins soft, plus ou moins ce que vous voulez. Que cache-t-il? C'est qu'il est insupportable pour le noyau archéovirilité qu'une femme n'ait pas besoin de vous. C'est ça le centre de ce noyau. Et tout est résumé dans la chanson de Michel Jonas. Dites-moi qu'elle est partie pour un autre, mais pas à cause de moi. Le noyau autour duquel se structurent toutes les identités est totalement à l'envers. Parce que si on regarde bien objectivement les choses, ce ne sont pas les femmes qui ont besoin des hommes. Ce sont bel et bien les hommes qui ont désespérément besoin des femmes pour pouvoir perpétuer des généalogies, des lignées, transmettre des titres de propriété, l'héritage, etc., etc. Et oui, c'est grave à ce point ce que nous vivons dans ce monde. D'où l'ingénierie sociale genrée. Il faut s'y prendre quand même tout de suite et très tôt pour pouvoir totalement inverser les choses, hein, chez nos chères têtes blondes, histoire que l'histoire connue, hein, puisse continuer, hein. On a le même phénomène, hein, à l'échelle entre l'humanité, l'anthropose et la planète. La planète, elle n'a pas besoin de l'anthropose, hein. C'est l'anthropose qui a besoin de la planète. Donc, le noyau archéovirilité est construit sur ce mensonge fondamental. Et pour ce qui concerne les femmes, le noyau de l'archéoféminité les programme à croire l'inverse, à croire que elles ont désespérément besoin des hommes pour être protégées. C'est le programme de survie en fait. Mais quand on est en train de survivre,
On ne vit pas. Alors pour ma part, j'ai pas attendu le couple Alain, pour me rendre compte que, ce programme de survie. J'avais 20 ans quand je m'en suis rendu compte. Je comprenais pas, je me dis: «C'est aberrant, on est sur une terre d'abondance et tout le monde semble être piloté par un truc, vers la survie. Mais, pourquoi donc faut-il survivre?» Ah bah oui, c'est vrai. On est entouré de prédateurs, dont les comportements et les stratégies pour se maintenir en fait dans ce rôle-là de prédation se recyclent en permanence par rapport aux prises de conscience des femmes qui souhaitent réellement être libres et donc sortir de ces mécanismes de survie, hein. Et c'est ce qui transpire à travers tout ce bon vieux retour du bon vieux contrat hétérosexuel, hein, d'un Henri Makoff, hein, que certains psychanalystes appellent le contrat sexe contre nourriture, service sexuel contre, sécurité alimentaire. Pourquoi les femmes ont-elles besoin, d'une telle protection? Ah bah oui, on les a privées de la possibilité de pouvoir s'alimenter elles-mêmes, hein. Chasse aux sorcières, gynocide. Je me souviens d'un article d'une féministe, vachement radicale, la Gaëlle, Zimmermann, son papier il est pas resté longtemps sur le web, hein. Elle avait tout résumé. Je me suis quand même rendu compte que quand j'aime, je ne lutte pas. Bah, c'était un papier sur, «J'en ai ras-le-bol des hommes féministes». Hein, voilà. Elle a à peu près mon âge, la nana. Vous vous rendez compte, il faut, plus de 40 ans, hein, pour s'en rendre compte de ça, hein, ce mythe du mec gentil, précisément. Ah, j'espère que vous touchez du doigt la profondeur abyssale de ce noyau de programmation genrée, d'archéovirilité et aussi de l'archéoféminité. C'est profond, hein, très profond. Que vous soyez, pneumatique, psychique, ilique ou psychico, j'en sais rien, c'est profond, hein, chez, 99, je sais pas combien d'entre vous, hein. C'est profond au point que comme je l'ai expliqué dans, la vidéo sur, la sexuation des émotions de l'enfant. Ça commence dès la naissance, hein, avant même que vous ayez l'âge de vous en souvenir, que vous ayez acquis le langage. On communique avec le langage corporel, avec les émotions, que les adultes comprennent de travers en fonction du sexe de l'enfant. Et donc, c'est à ce moment-là que déjà le noyau, il est en place. Vous comprenez pourquoi ce qu'on appelle le louche sont bien les émotions. Parce que ces émotions que l'on porte au nu dans notre société française romantique, hein, avoir du cœur, on croit que c'est, être ému, être sensible, hypersensible ou que sais-je encore, c'est pas ça, hein, avoir du cœur. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, hein, si je trouve le temps. Non mais vos émotions, elles vous ont été prescrites pour la plupart d'entre elles par vos parents. Et ouais, et je vous parle même pas de toute la question de l'inceste émotionnel que se paluchent la plupart d'entre nous. Ça, j'en parlerai également dans une, future vidéo. La psyché s'étaye sur la soma, ça là-dessus Freud avait raison. Et vous comprenez bien que c'est à partir de tout ça que déjà les circuits neuronaux se mettent en place. Il y a une intrication profonde entre la soma et la psyché. Et ensuite, tous ces circuits neuronaux qui vont finalement régir vos comportements, qui sont, que vous le vouliez ou non, sexués et qui sont bien le fruit non pas de la génétique, mais d'une construction sociale liée à toutes les interactions que vous avez eues précocement avec vos parents, avec des adultes qui prenaient soin de vous, façonnent vos circuits neuronaux, neurophysiologiques. Ensuite, vous pouvez vous intéresser aux travaux de Skinner, justement, sur le renforcement des comportements, hein, conditionnement, programmation mentale. Donc vous voyez ce que je pense de tous les commentaires du genre ah bah oui, mais t'as fait certains choix aussi, alors il y a des conséquences, tu plus qu'à les assumer, hein. Le gars, il est littéralement en train de valider en fait la violence systémique et symbolique qui s'impose et donc la victime est responsable, quoi. Je veux dire, attends, tu as refusé quand même de te laisser soumettre et de donner la réponse adaptée, quoi, en face de toutes ces violences et donc bah, c'est de ta faute, quoi, quand même. Tu es responsable de l'escalade, du coup, de toutes les autres violences qu'il va y avoir derrière pour que tu comprennes bien, hein, qu'il faut que tu t'adaptes, hein, et que tu rentres dans le moule, hein. Alors non, je vais plutôt exploser le moule, en fait. Ah, c'est un moule de dressage, c'est exactement le même pour, le dressage canin, hein. Alors bon, si vous, ça vous convient
d'être dressable comme un chien ou une chienne. C'est votre problème. N'y voyez aucune insulte contre les chiens ou contre les canidés, hein. Pas du tout. Eux, contrairement à nous, ils n'ont pas des habiletés, si vous voulez, mentales pour manipuler les catégories que nous on peut manipuler pour comprendre et observer notre propre connerie. Donc tous ces circuits imprégnés dans la prime enfance sont constamment renforcés par l'ingénierie sociale. Et qui que vous soyez, psychique, pneuma, illique, qu'importe, vous avez été imprégné par cela. Et donc, pour revenir à ce fameux programme Cause Toujours, hein, c'est pour ça que les mecs, ils s'énervent très vite s'ils doivent répéter. Ils ont tellement l'habitude d'être tout de suite entendus. Et puis de l'autre côté, les nanas, elles s'énervent jamais. En vrai dire, elles se rendent même jamais compte qu'elles sont constamment en train de se répéter. Parce qu'elles aussi, elles ont pris l'habitude de jamais être entendues. Hein. Du coup, elles trouvent d'autres moyens pour se faire entendre, notamment à travers la tyrannie de la séduction. Donc ça durera un temps, mais c'est un jeu dangereux et tôt ou tard, ça finit toujours par leur revenir dans la tronche, hein. Et ça, on le voit aussi pas mal dans les commentaires. «Ah ouais, mais les femmes aussi, ceci, cela». Ah, sans blague, elles ont trouvé des stratégies, pour, s'adapter à votre surdité? Bah ouais, en effet. Donc là, tout ce que je vous expose concerne l'appareil psychique, donc on parle de l'humanité psychique, mais pas uniquement, on parle en fait des 3 humanités, hein. Puisque comme je le dis en début de vidéo, apparemment, hein, d'après ce que j'ai pu observer, tout le monde fonctionne avec ces lignes de code encore aujourd'hui, hein. Et donc, pour ce qui me concerne, moi cheminant vers ma souveraineté depuis finalement relativement longtemps et je m'en rends compte grâce au travail que je fais avec ma chaîne. C'est que j'ai été pendant très longtemps du coup dans mon existence coincée entre ces 2 discours, hein. Donc en gros, hein, les messieurs qui me disent: «Mais pourquoi tu t'étonnes quand même? Tu as pas encore compris avec tous les coups que tu t'es pris dans la gueule et cetera qu'il fallait que tu acceptes ta position de dominée?» Voilà, donc ça c'est le discours masculin et de l'autre, les femmes, avec qui je partageais, parfois mes interrogations quoi sur c'est quoi le problème, ici là dans toutes les situations, que je peux rencontrer. En bout de course, la phrase, c'était toujours: «Mais ça va s'arranger. Hem, regarde, tu es belle, tu es encore jeune, tu vas, bien, réussir à t'en sortir». Est-ce que vous entendez ce que ça veut dire ça? Ça veut bien dire que, pour les femmes, il est intégré que la seule manière de s'en sortir, c'est de complaire à la loi de prostitution et à la tyrannie de la séduction. Et donc, sur cette question-là de l'appareil psychique et de ce qui régit, ces dynamiques, ben, c'est à chacun, chacune d'en prendre la responsabilité, hein, parce que si c'est pas chacun, chacune individuellement qui prend la responsabilité de se voir faire, de se voir dans ces dynamiques relationnelles avec les autres, ben, il y a personne d'autre, hein, qui pourra le faire à notre place. Par contre, ce qui est certain, c'est que tant que les individus ne se regardent pas faire et ne se voient pas faire et ne veulent surtout pas se voir faire, le contrôle mental, l'hypnose de masse, elle œuvre et elle continue. Parce que c'est bien gentil, hein, tous ces concepts New Age de oui, non mais tout le travail à faire, il est à l'intérieur de soi. Oh, c'est vrai son blague, mais il me semble bien que les femmes font un énorme travail intérieur et que pourtant, elles sont sans cesse déséquilibrées dans ce travail par l'extérieur. Et pourquoi? Eh ben parce que les hommes, eux, ne font pas leur part du travail à l'intérieur. Donc il faudrait arrêter ce discours délirant qui est une perversion de la loi d'attraction et de la pensée créatrice. Et j'y reviens dans une autre vidéo sur cette question, avec des exemples très concrets, qui démontrent qu'il y a bien une guerre entre le masculin et le féminin, et cette guerre est armée par un masculin pas sacré du tout, contre un féminin sacré. Hein, le grand absent, ici actuellement, dans cette 3D, c'est le masculin sacré. Il est peut-être en train d'arriver avec les jeunes générations, avec des gens comme le jeune Antoine, hein, avec sa chaîne Nouvelle Terre, Harald Coates Vela, enfin maintenant c'est Harald Coates tout court, hein, qu'il souhaite être nommé, je pense aussi, hein, est en train d'amener la vibration du masculin sacré véritable, hein, et avec quelques-uns de mes correspondants. Mais bon, globalement,
le masculin, dans ce monde, est très gravement malade. Même lorsqu'il se croit guéri, totalement dépollué de toute scorie nauséabonde issue de ce monde, le masculin est profondément encore malade. Et du coup, il continue d'empoisonner le féminin de cette planète. Il est temps de lui donner un miroir pour qu'il puisse se guérir. C'est ce que je fais. Se guérissent les êtres qui le peuvent et qui le veulent, celles et ceux qui veulent rester dans leur certitude confortablement installée que tout est bien et que tout est à l'équilibre actuellement dans ce monde entre le féminin et le masculin. Je ne peux plus rien faire pour vous. Par contre, vous faites énormément pour moi. Dans une situation telle que nous l'avons aujourd'hui, plus vous allez combattre la voie de la vérité, plus elle va se faire puissante, plus vous lui donnez de la puissance, de la crédibilité et de la légitimité. Et donc plus vous allez combattre cette voie de vérité du féminin sacré, véritable, qui est en train de se lever dans ce pays, plus vous allez la renforcer. Et oui, c'est ça les règles du jeu dans lequel nous sommes, de la dualité. Sauf qu'en face de personnes authentiquement souveraines, ça ne donne pas les résultats que vous attendez. Ça ne donne pas la guéguerre d'ego et l'escalade à laquelle vous êtes habitué et que vous essayez de motiver, tellement vous ne savez fonctionner que comme ça. Non, ça donne autre chose. Ça me donne encore beaucoup plus de clés de compréhension, beaucoup plus fines à donner à l'auditorat. Plus vous allez essayer de détruire le miroir d'ombre que je suis, et nombreux et nombreuses ont été celles et ceux qui ont tenté de le faire avant vous, sans jamais y parvenir, plus vous me permettez de polir et d'affiner le grain de la surface de mon miroir. Donc s'il est aujourd'hui, à l'âge que j'ai, d'une exactitude redoutable, c'est grâce à vous. Merci à vous. En tous les cas, le côté vraiment mais copier-coller mécanique de ces logiques-là qui se déploient en avalanche depuis que j'ai fait appel aux dons, comme si ça fonctionnait comme une espèce de consentement à je ne sais trop quoi, en dit long, sur la profondeur abyssale de cette programmation genrée qu'est l'archéovirilité, et surtout sur l'absence de volonté qu'on peut observer chez une écrasante majorité d'entre vous à vouloir vraiment se mettre au boulot dessus. Maintenant que tout ça s'est posé, pour en revenir à cette histoire de sorcière, qui est en fait l'histoire du féminin qui aspire à sa propre souveraineté, à sa propre liberté, et qui n'est jamais entendu et respecté dans cette quête. Les rares d'entre nous, qu'on peut appeler de différentes manières, sorcières, magiciennes, alchimistes, fireblood, peu importe, qui se risquent sur ce chemin de se libérer de toute tutelle masculine dans leur existence. Que leur arrive-t-il en vertu des règles d'exploitation et de prostitution qui ont cours dans ce monde, que ce soit par le mariage, par le contrat de travail? Lorsqu'on refuse tout ça, bien sûr que c'est l'indigence matérielle qui nous guette. Mais il ne peut en aucun cas être question que cela devienne une porte d'entrée pour des prédateurs qui s'ignorent, et qui arriveraient en mode « je suis un mec sympa, je suis un mec gentil, oh mais moi je suis pas comme ça », etc., etc. Ça, non. Il ne peut pas être question, pour moi en tous les cas, de rentrer dans une nouvelle forme d'emprise, bien plus pernicieuse, qui consisterait à ce qu'on vienne m'expliquer que « mais si, regarde, tu as besoin des hommes puisque tu fais appel aux dons, etc. » et que par exemple, à un moment donné, on va peut-être s'apercevoir qu'il y a plus d'hommes qui donnent que de femmes. J'ai envie de vous dire, ouais,
Bienvenue en patriarchie. Aujourd'hui, les hommes, c'est vrai, célibataires ou non, ou mariés, ils ont plus de pouvoir d'achat effectivement que les femmes. Et ouais, moi j'ai fait 15 ans d'études pour finir par me retrouver aux minima sociaux quand même. C'est pas mal, hein. Vous avez fait autant, vous, les gars. Donc, comprenez, il peut pas être question qu'on tente de mettre sans emprise en me faisant croire qu'on me donne d'une main ce qui m'a été enlevé de l'autre. C'est la même main. C'est la main du pouvoir masculin qui ne veut pas qu'une femme telle que moi puisse être libre de construire sa propre sécurité et sa propre protection avec son seul travail. Donc bien évidemment, pour toutes les personnes qui ont donné, que ce soit des hommes ou des femmes, je les en remercie. Mais pour ce qui concerne les hommes, je considère que par votre geste, vous réparez réellement le préjudice qui est causé par le masculin dans ce jeu cosmique de viol cosmique, de viol synthétique. Vous réparez cela en partie par vos dons. C'est comme cela que je le reçois. Donc pour toutes les personnes qui essayent d'attaquer sur le petit angle de oh, je fais appel aux dons, etc., comme si j'étais la seule à faire appel aux dons, je veux dire, dans cette activité sur YouTube, vous me jugez. Moi, je ne vous juge pas, mais je ne manquerai pas de vous faire observer ce que vous êtes en train de faire, afin de vous tendre le miroir. Et oui, c'est ce que je suis. Première observation, est-ce que vous vous êtes amusé à aller faire ce même genre de réflexion à la personne qui anime la chaîne Supraconscience Vibratoire ou à la chaîne Nouvelle Terre, enfin je veux dire à toutes les autres chaînes YouTube qui font aussi un travail comme le mien. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Vous considérez que moi, ce n'est pas un travail que j'effectue? Pour quelle raison? Argumentez. Je vais vous donner quelques arguments que seraient susceptibles de pondre votre ego. Ah, mon discours ne vous plaît pas, vous n'êtes pas d'accord. Cela heurte votre ego ou une sous-personnalité quelconque en vous. Et donc, hop, immédiatement, manque d'intégrité intellectuelle. Immédiatement, du coup, alors, la personne qui heurte votre ego, vous allez considérer qu'elle, elle ne fait pas un travail. Vous êtes dans le jugement et non pas dans l'observation. Un autre, finalement, quelle est la différence entre une personne telle que moi et une personne telle que Iso ou le jeune Antoine? Ils ne vous parlent pas des conditions matérielles et du confort éventuel qui leur permettent aujourd'hui de faire ce travail avec leur chaîne YouTube. Alors que moi, je vous en parle en toute transparence. Se pourrait-il donc que vous considéreriez que une personne qui fait ce travail sur YouTube et qui serait installée dans un plus grand confort matériel acquis je ne sais comment, serait plus légitime à faire appel aux dons qu'une personne telle que moi, avec un scénario de chasse aux sorcières, Fireblood, déshérité depuis des générations et des cycles et des cycles et des vies et des vies. Point d'interrogation. Si la réponse est oui, comme ça semble être le cas, chez certains ou certaines, j'ai envie de vous dire, si vous galérez un peu, postulez pour faire contre leur CAF ou contre le SCAF, parce que c'est exactement comme ça que cet organisme fonctionne, ou que la société fonctionne. Tu peux hériter de tout ce que tu veux, il y a même quand même des super plafonds défiscalisés jusqu'à, je crois, 160 000 € par, par enfant, en héritage, direct, hein. Tant que tu bosses, etc., tu peux hériter tout ce que tu veux, mettre de l'argent à gauche, à droite, tout ce mais alors si jamais tu as le malheur d'hériter, alors que tu perçois le RSA, là c'est une toute autre histoire. Là, la CAF va te dire: «Ah, mais maintenant vous êtes riche, donc on arrête de vous verser le RSA et vous allez bouffer l'héritage que vous venez de recevoir, tout de suite». Si vous trouvez que c'est juste, comme règle du jeu, votre pensée comparative est gravement infestée par le mythe méritocrate, maçonnique, sataniste, de l'esclavage par le travail, puisque manifestement vous ne maîtrisez pas tous les critères qui permettent de faire une comparaison objective. Il y a un autre truc, je le dis parce que vu qu'apparemment il y a pas mal de galériens et de galériennes dans mon auditorat, faut que vous sachiez aussi quand même que le minimum vieillesse, ça a un autre nom maintenant, ils ont mis un acronyme. C'est le seul minima social qui est remboursable sur héritage. Ce qui veut dire, faites bien gaffe si vous avez des héritiers et que vous canez en ayant perçu le minimum vieillesse, la CAF ira demander à vos héritiers de la rembourser. Je vous assure.
Et elle en aura strictement rien à foutre de savoir si vos héritiers, eux, ils sont minima sociaux ou pas, hein. Ils recevront quand même la lettre. Alors, votre mère a perçu le minimum vieillesse pendant tant d'années. Alors du coup, ça fait tant, vous nous devez, je sais, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je vous assure, hein, ça arrive à des gens. Et donc, il y a des gens comme ça, ils se retrouvent, après le décès de leur maternelle, à devoir vite, vite déjà faire leur deuil, organiser les obsèques, vite, vite vider la maison et puis vite, vite la vendre pour pouvoir rembourser la CAF, hein. Et donc, s'il y en a parmi vous qui pensez que tout ceci est normal et juste, un jour, vous serez jugés, vous aussi. Après, si vous voulez vraiment qu'on se risque, hein, sur ce sujet, déjà, il faudra payer. Alors, on va faire déjà une analyse transgénérationnelle comparée de nos lignées, histoire de bien comprendre quels étaient les capitaux en jeu, ceux dont vous avez hérité. Si vous considérez que votre liberté est mieux acquise que la mienne, au titre de ces capitaux, qui peuvent passer d'ailleurs par une phase de la prostitution légale, par un contrat de mariage qu'il a fallu rompre à un moment donné, mais on a quand même récupéré les capitaux et les bénéfices accumulés pendant ce temps-là de prostitution, par exemple. Bah, c'est votre problème, hein. Mais je crois que si vraiment on devait se pencher sur toutes les dimensions de cette affaire-là, vous risqueriez de vous rendre compte que vous êtes dans l'erreur. Parce que si je parviens à réaliser le projet dont j'ai parlé, grâce aux dons que j'aurais obtenus par le travail authentique que je suis en train de fournir sur YouTube, sans une once d'héritage de capital financier ou social, sans une once de prostitution, si ce n'est celle que vous appelez le travail salarié, je crois bien que c'est une très franche réussite. En même temps qu'une démonstration de liberté, d'intégrité et d'incorruptibilité, poussée à l'extrême du possible, hein, dans ce monde, hein. Voilà, je vous laisse. La prochaine vidéo sera l'épisode 2 de la mini-série Archéo-Virilité, Archéo-Féminité sur une étude comparée des rapports sociaux de sexe entre la France et l'étranger. Et ensuite, je réembrayerai sur les vidéos promises il y a déjà plusieurs mois maintenant, hein, donc il y aura les dangers de la société psychologisante, hein. On va retrouver notre ami Revo F Society, histoire de se la mettre à l'endroit, Revo free of normopathy, parce que bon, hein, vous avez compris, hein, le mythe du mec gentil, ce qui se déroule en fait, c'est exactement le même plan. C'est un schéma normopathe, hein, parce que notre problème en fait, c'est pas la poignée de guillemets élites sociopathes qui nous gouvernent. Notre problème, c'est la foule de normopathes qui les suivent grâce à l'ingénierie sociale. Et comme vous l'avez certainement compris à l'issue de cette vidéo, le mythe du mec gentil, bah, c'est une ingénierie sociale. Il y a encore beaucoup de subconscient là-dedans et le mec gentil, il a encore beaucoup de choses à travailler pour devenir souverain. Ensuite, on aura pourquoi et comment sommes-nous dans une société narcissisante. Et puis, il y en a plein d'autres. Alors à très bientôt pour de prochaines vidéos. Quand paf, me voilà nez à nez, comme ça, avec l'animal. Elle est là, en face de moi, je suis là, en face d'elle. Elle n'a pas peur de moi, Et toi, et moi, je n'ai pas peur d'elle. Et nous dansons le tango, bien serré, l'un contre l'autre. Je lui gratouille le dos, elle me chatouille les côtes. Je suis le cavalier de la vache enragée. le blabla est entamé. La bestiole prend les devants.